Les deux frères. Il y avait une fois deux frères, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche était orfèvre, rapace et méchant. Le pauvre était doux et pieux, il gagnait sa vie à faire des balais et il avait deux enfants, deux jumeaux qui se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. L'un s'appelait Georges, l'autre Robert. Ils allaient souvent dans la maison de leur oncle et y recevaient quelques restes de ses repas. Un jour, leur père étant allé couper des branches d'arbres dans la forêt, aperçut un oiseau d'une beauté sans pareille. Il voulait s'en emparer, et n'ayant ni arme ni filet, lui lança une pierre et ne le tua pas, mais en fit tomber une plume éblouissante. Il l'apporta à son frère l'orfèvre, qui, après l'avoir bien examiné, lui dit « C'est de l'or pur » et lui en donna quelques écus. Le lendemain, il retourna dans la forêt, grimpa sur un bouleau et découvrit un nid dans lequel brillait un petit œuf. Il le porta à son frère qui lui dit « C'est de l'or pur » et lui donna encore quelques écus en manifestant le désir d'avoir l'oiseau qui pondait cet œuf. Le troisième jour, le pauvre ouvrier aperçut de nouveau le précieux oiseau perché sur un arbre, parvint à le tuer et l'apporta à son frère qui le paya largement. Avec l'argent qu'il avait reçu, le brave père s'en retourna tout joyeux du bon marché qu'il avait fait. Mais la vie d'Orfèvre était bien plus joyeux encore. Il savait que celui qui mangerait le cœur et le foie de ce magique oiseau trouverait chaque matin une pièce d'or sous son oreiller. Il appelle sa femme et lui dit « Faites rôtir cette petite bête et n'en détachez pas le moindre morceau, je vais la manger tout entière. » La femme aussitôt la prépare et la met devant le feu. Les enfants du faiseur de balai entrent au moment où un autre devoir de ménage l'appelait hors de sa cuisine et se mettent à tourner la broche. « Regarde, dit tout à coup l'un d'eux, les beaux petits morceaux qui se détachent de cet oiseau. Mangeons-les, j'ai bien faim. » Ainsi fut fait. Quand leur tante rentra, elle vit qu'on avait touché à sa broche. Elle les interrogea et ils confessèrent leur larcin. « Ah » s'écria-t-elle avec effroi, « vous avez pris le cœur et le foie. » Pour éviter les reproches et la colère de son mari, elle alla aussitôt tuer un jeune poulet, en détacha le cœur et le foie et les mit dans le corps de l'oiseau. Puis elle porta ce rôti à l'orfèvre, qui l'attendait, qui le dévora immédiatement et n'en perdit pas une parcelle. Le lendemain, il cherchait en vain la pièce d'or qu'il espérait trouver sous son oreiller. Les petits jumeaux, en se levant, en firent tomber deux de leur lit, et ne sachant ce que c'était, les portèrent à leur père. Le lendemain et les jours suivants, même surprise. À la fin, l'honnête artisan, émerveillé de cette aventure, alla naïvement la raconter au bijoutier. Celui-ci comprit aussitôt comment le cœur et le foie de l'oiseau lui avaient été soustraits. Pour se venger, il dit à son frère que sans doute ses enfants avaient fait un pacte avec le diable et que s'il ne voulait pas s'exposer lui-même au plus grand malheur, il devait immédiatement les éloigner de sa demeure. Le pauvre père le crut et bien qu'il eût le cœur déchiré par une telle décision, il conduisit les innocents petits dans la forêt et s'enfuit. Après l'avoir appelé de toute leur force, les deux abandonnés cherchèrent vainement de côté et d'autre le chemin de leur maison. Enfin, ils rencontrèrent un chasseur qui les interrogea avec une vraie bonté et leur dit quand ils eurent raconté leur histoire « Je n'ai pas d'enfants, vous serez mes enfants. » Il les emmena dans sa cabane, leur enseigna l'art de la chasse et les engagea à recueillir soigneusement et à garder pour les mauvais jours les pièces d'or qu'ils trouvaient chaque matin dans leur lit. D'année en année,
Georges et Robert paisiblement grandirent. Un jour, le bon chasseur leur dit « Il faut faire un essai décisif de votre adresse. Venez avec moi dans la forêt. » Il ne vit point de bêtes fauves, mais un troupeau d'oies sauvages, rangés en forme de triangle, fendait l'air à une grande hauteur. « Visez, dit-il, la pointe de l'angle. » Les deux coups partirent en même temps avec une justesse parfaite. Une seconde épreuve eut le même succès. « C'est bien, s'écria le maître avec joie, je suis content, vous êtes d'habiles tireurs. » Les deux frères se mirent alors à causer entre eux, et le soir ils dirent à leur protecteur « Vous avez été pour nous bien généreux. Vous nous avez donné le pain de chaque jour et les meilleures leçons. Maintenant, nous voudrions aller de par le monde essayer nos forces. Voulez-vous nous accorder cette permission ? » « Vous parlez, leur répondit-il, comme de braves garçons. Vous partirez dès que vous voudrez et vous prospérerez. » Tous trois alors soupèrent gaiement. Quelques jours après, le chasseur donna à Georges et à Robert un bon fusil, un bon chien, et leur dit d'emporter les pièces d'or qu'ils avaient amassées. Puis il les conduisit affectueusement jusqu'à une assez longue distance de sa demeure. En les quittant, il leur remit un poignard en leur disant « Si vous vous séparez, plantez ce poignard dans un arbre. Quand l'un de vous reviendra, il saura par là s'il peut revoir son frère. Car, si ce frère vit encore, la lame de ce poignard conservera son éclat. Et s'il est mort, elle sera rouillée. » À ces mots, il embrassa ses deux pupilles et tous deux, après l'avoir tendrement remercié de ses bontés, continuèrent leur route. Ils étaient dans une forêt dont ils ne voyaient pas les limites. Le soir, ils mangèrent ce qu'ils avaient dans leur gibecière et s'endormirent au pied d'un arbre. Le lendemain, ils ne pouvaient encore sortir de cette grande forêt. Et ils n'avaient plus de provisions. L'un d'eux dit en chargeant son fusil « Je vais tâcher de tuer quelque animal. » Au même instant passe un vieux lièvre. « Cher chasseur, dit-il, laissez-moi vivre, et je vous donnerai 2 jeunes levreaux. » En parlant ainsi, il s'élançait dans un amas de broussailles, et il en ramena 2 petits levreaux si vifs et si gracieux que Georges et Robert ne purent se résoudre à les tuer. Ils se remettent en marche, les levreaux les suivent, et tout à coup apparaît un renard. Une balle va le jeter par terre. « Cher chasseur, dit-il, ne me tuez pas, et je vous donnerai 2 beaux petits renards. » Immédiatement, 2 petits renards sautillent et se joignent aux levreaux. Un peu plus loin, un loup sort de son repère et, voyant un fusil braqué sur lui, s'écrie « Cher chasseur, ne me tuez pas, et je vous donnerai 2 gentils louveteaux. » Les 2 louveteaux se joignirent à la troupe qui suit les chasseurs. Ensuite, un ours, menacé de mort, donne pour sauver sa vie 2 jeunes oursons et un lion, 2 lionceaux. Ainsi, Georges et Robert s'en vont, suivis de 2 levreaux, de 2 renards, de 2 louveteaux, de 2 oursons, de 2 lionceaux, et ils n'ont rien à manger. Ils disent aux renards « Vous êtes alerte et rusé ? Vous pouvez nous procurer des aliments ?» Les renards répondent « Nous connaissons un village où il y a des poulets, et nous pouvons vous en montrer le chemin. » Dans ce village, les 2 frères achètent ce qui leur est nécessaire pour eux et pour les animaux, puis dans un autre village, font la même emplette, et pensent qu'il leur serait plus aisé de vivre s'ils étaient séparés. Ils se partagent leurs animaux, chacun d'eux garde un lion, un ours, un loup, un renard, un lièvre. Et ils plantent dans le tronc d'un arbre la lame d'acier que le chasseur leur a donnée, et ils se quittent en promettant de s'aimer jusqu'à leur dernière heure. Robert, le second jumeau, arrive dans une ville où tout est en deuil.
Il entre dans une auberge où il loue une chambre pour lui, une étable pour ses animaux. Par une fissure dans la muraille de cette étable, le lièvre s'empare d'un chou et le renard d'un coq. Pour le loup, l'ours et le lion, Robert achète un bœuf. Suite des contes de grand-mère, suite de Les deux frères. Robert, le second jumeau, arrive dans une ville où tout est en deuil. Il entre dans une auberge où il loue une chambre pour lui, une étable pour ses animaux. Par une fissure dans la muraille de cette étable, le lièvre s'empare d'un chou et le renard d'un coq. Pour le loup, l'ours et le lion, Robert achète un bœuf. Après avoir ainsi pourvu aux besoins de ses compagnons, il demande à son hôte pourquoi cette ville est si sombre. « Hélas, répond l'hôte, c'est parce que demain, la fille unique de notre roi doit mourir. » Est-elle donc si malade ? Non, elle n'est pas malade, mais elle doit mourir. Comment donc ? Près d'ici est une haute montagne habitée par un dragon, auquel nous devons livrer chaque année une jeune fille, sinon il dévasterait la contrée. À présent, c'est le tour de la fille du roi, et demain, nous sommes obligés de la livrer. Pourquoi ne tue-t-on pas ce dragon ? Ah, grand nombre de vaillants chevaliers l'ont essayé, et tous y ont péri. À celui qui nous délivrerait de ce monstre, le roi promet sa fille et son royaume. Robert se tut. Mais le lendemain, il gravissait avec ses bêtes la montagne du dragon. À moitié chemin s'élevait une chapelle. Dans cette chapelle, un autel où étaient 3 coupes avec cette inscription. Celui qui boira la liqueur contenue dans ces 3 coupes deviendra l'homme le plus fort et pourra enlever l'épée enfouie sous le seuil de cette chapelle. Robert trouva l'épée, mais ne put l'enlever. Il vida alors les 3 coupes et acquit par là subitement une telle force que la lourde épée lui semblait légère comme une plume. À l'heure fatale, le roi avec son maréchal et les principaux personnages de la cour s'avancèrent avec la jeune fille. En voyant du bas de la montagne le chasseur avec ses bêtes, ils pensèrent que c'était le dragon qui attendait sa proie et n'osèrent aller plus loin. Seul, le maréchal accompagna la princesse jusqu'à une certaine hauteur, puis se retira à une longue distance. Le chasseur s'approcha de la douce abandonnée, lui dit qu'il la défendrait et l'enferma dans la chapelle. Au même instant, arrivé en mugissant, le dragon a 7 têtes. « Que fais-tu là, sur ma montagne ?» dit-il au chasseur. « Je veux te tuer, » répliqua Robert. Beaucoup d'autres, reprit le dragon, ont eu la même pensée et ont péri. Bientôt, tu périras comme eux. Alors, de ces 7 mâchoires jaillirent des flammes qui mettent le feu au gazon, et la fumée produite par cet incendie aurait étouffé Robert si ses fidèles animaux ne s'étaient précipités sur l'herbe brûlante et ne l'avaient éteinte en la piétinant. Le dragon lance sur son adversaire un dard effroyable. Robert l'écarte, en faisant tournoyer son épée, et du même coup abat 3 têtes du monstre. Le dragon, furieux, s'élève dans les airs, jette des torrents de feu sur son audacieux ennemi et tâche de le renverser. Robert lui échappe par un bond rapide, puis revient et lui abat encore 3 têtes. Le dragon à moitié tué fait un dernier effort. Robert lui coupe la queue et le livre à ses bêtes qui le mettent en pièces. Puis
Il court ouvrir la porte de la chapelle. La princesse est étendue sur le sol, immobile, évanouie. Le jeune chasseur la porte en plein air, elle se ranime, elle ouvre les yeux, il lui montre les restes sanglants du dragon et lui dit qu'elle est à jamais sauvée. Eh bien, s'écrie-t-elle avec joie, mon père a promis de me marier avec celui qui tuerait ce monstre. Vous serez donc mon mari. En parlant ainsi, elle prend son collier de corail et en attache une parcelle au col de chacun des animaux qui ont été les auxiliaires du vaillant chasseur. Au col du lion, elle met le fermoir en or. À Robert, elle donne un mouchoir sur lequel est brodé son nom de jeune fille. Il coupe les 7 langues du dragon, les enveloppe dans ce mouchoir, puis dit à la princesse, « Vous êtes fatiguée. Je le suis aussi, de telle sorte que j'ai grand besoin de sommeil. Voulez-vous que nous dormions ici quelques instants ?» Très volontiers, répondit-elle. Il ordonne au lion de faire bonne garde et s'endort. Le lion, se sentant aussi fatigué, dit à l'ours, « Je vais dormir, éveille-moi si tu vois venir quelqu'un. » L'ours, un instant après, adresse la même prière au loup, puis le loup au renard, puis le renard au lièvre, et le lièvre à son tour s'endort comme ses compagnons. Le maréchal, qui s'était tenu à l'écart, n'apercevant aucun dragon et n'entendant aucun bruit, se hasarda à gravir la montagne et peu à peu arriva à l'endroit où s'était livré le combat. En voyant là la princesse, le chasseur et ses animaux endormis près du cadavre du dragon, il comprit ce qui s'était passé. Et en même temps, le parti qu'il pouvait tirer de cet événement. Alerte et résolu, dans sa scélératesse, d'un coup d'épée, il tranche la tête de Robert, prend la princesse dans ses bras et l'emporte au bas de la montagne. Là, elle se réveille étonnée, effrayée. Il lui dit, « Vous déclarerez que c'est moi qui ai tué le dragon. »« Non, s'écrie-t-elle, ce n'est pas vous, c'est le jeune chasseur. »« Je veux, réplique-t-il, vous épouser, et il faut que vous fassiez une déclaration, sinon je vous égorge. » La pauvre enfant, épouvantée, céda à ses menaces. Il la prit par la main et la ramena triomphalement à la ville. Le roi, qui n'espérait plus la revoir, la serra sur son cœur avec un transport de joie. Le maréchal raconta d'une voix ferme comment il l'avait délivrée et ajouta que selon la promesse du souverain, il espérait l'épouser. « A-t-il vraiment tué le dragon ?» demande le roi. « A-t-il vraiment tué le dragon ?» demanda le roi. « Oui, balbutia la princesse, mais je demande formellement que le mariage n'ait pas lieu avant 1 an. » Elle espérait recevoir en cet espace de temps des nouvelles du cher chasseur. Les animaux étaient restés sur la montagne, plongés dans un profond sommeil. Une grosse abeille vint se poser sur le nez du lièvre, qui machinalement leva la patte et la chassa, en restant endormi. Elle revint une seconde fois, il la chassa de même. Une 3e fois, elle le piqua et il s'éveilla. Il se leva et éveilla le renard, qui éveilla le loup, qui éveilla l'ours, qui éveilla le lion. En ouvrant les yeux et voyant que son maître était mort et que la jeune fille avait disparu, il poussa un rugissement effroyable et dit à l'ours, « Pourquoi ne m'as-tu pas éveillé ?» L'ours adressa le même reproche au loup, le loup au renard, le renard au lièvre, et le lièvre, n'ayant pas le même moyen de défense, fut condamné à mort. « Ne me tuez pas, s'écria-t-il, et je rendrai la vie à notre maître.
Je sais où croît une plante qui guérit toutes les plaies. Elle est sur la montagne à 200 mètres d'ici. Il faut, dit le lion, que tu ailles chercher et que tu la rapportes dans les 24 heures. L'agile animal part et en 24 heures, il accomplissait sa mission. Le lion prend la plante et la pose sur le col du chasseur. Aussitôt, il se ravive, il se lève et regarde, et voyant que la jeune fille n'est plus là, il pense qu'il est parti pour se délivrer de lui. Et il est si occupé de cette douloureuse idée qu'il ne s'aperçoit pas que le lion, dans sa précipitation, lui a mis la tête à l'envers, la face tournée vers le dos. C'est quand il veut manger qu'il reconnaît le bouleversement. Le lion lui raconte alors ce qui s'est passé et lui dit qu'il va réparer son erreur. Il lui coupe de nouveau la tête, la remet à la vraie place et guérit la plaie avec la plante merveilleuse. Mais Robert est triste. Il s'en va de côté et d'autre sans joie, s'arrête en certains endroits pour exhiber ses animaux, en une foire ou en un spectacle populaire, puis repart avec la même tristesse. Une année, ainsi se passe. Il revint dans la ville d'où il était parti pour combattre le dragon. Elle est en grand mouvement et en préparatif de grandes fêtes. Il demande à son hôte « Pourquoi cette cité que j'ai vue si triste l'an dernier est-elle maintenant si joyeuse ?» « Notre maréchal, répond l'hôtelier, a tué le dragon auquel il fallait livrer la fille de notre roi. Et demain, il épouse la princesse qu'il a sauvée par son courage. » Le lendemain, Robert lui dit « Aujourd'hui, je mangerai du pain de la table de votre roi. » « C'est impossible, répond l'aubergiste. Je parie 100 pièces d'or que vous ne réussissez pas dans cette entreprise. Je tiens le pari, réplique Robert. Il appelle son lièvre. Va au palais, lui dit-il, et apporte-moi du pain du roi. Oh, se dit le lièvre, ce n'est pas chose facile, car le long du chemin, les chiens me poursuivront. Cependant, il se met en marche. Des chiens de boucher le voient et s'élancent sur ses pas. Il court et parvint à se réfugier dans une guérite de sentinelles sans que la sentinelle le remarque. Les chiens arrivent en aboyant et hurlant. Le soldat les chasse à coups de bâton. Dès qu'ils sont éloignés, le lièvre part, entre au château, se glisse sous la chaise de la princesse et lui gratte le pied. « Reste tranquille, dit-elle, pensant que c'est son petit chien. » Une seconde fois, une troisième fois, il lui gratte le pied. Alors elle se baisse et reconnaît le lièvre, auquel elle a mis une parcelle de son collier de corail. Elle le prend dans ses bras, l'emporte dans sa chambre et lui dit « Que veux-tu » Il répond « Mon maître qui a tué le dragon est ici. Il voudrait avoir du pain de la table du roi. » Elle se lève joyeuse et ordonne à un valet d'apporter un morceau de pain préparé pour le roi. « Mais, dit le lièvre, si je m'en retourne seul, les chiens de boucher m'enlèveront mon butin. Il faut que le boulanger vienne avec moi. » « C'est juste, réplique la princesse. Le boulanger porte le pain jusqu'à la maison de l'aubergiste. Là, le lièvre le prend entre ses deux pattes de devant et se dressant sur ses pattes de derrière, le présente à son maître. « J'ai gagné, dit Robert à l'aubergiste. Maintenant, voulez-vous parier que je vais avoir de la viande de la table du roi ?» Mais l'aubergiste n'ose plus parier. Le renard, par l'ordre de Robert, se met en marche.
Plus fin que le lièvre, il évite les chiens par d'habiles détours, entre au palais, se glisse sous la chaise de la princesse et lui gratte le pied. La princesse le reconnaît car il a aussi une parcelle de son collier de corail. Elle le conduit dans sa chambre et lui dit « Cher renard, que veux-tu » Et il répond « Mon maître qui a tué le dragon est ici et il voudrait avoir un morceau de viande de la table du roi. » Aussitôt, la princesse donne ses ordres au cuisinier. Le renard reçoit un beau morceau de viande, en écarte les mouches avec sa queue et le porte à son maître. Il appelle le loup, et le loup s'en va tout droit fièrement au palais et tire la princesse par un pan de sa robe. Elle le reconnaît à son ornement de corail, le mène dans sa chambre et lui dit « Cher loup, que veux-tu » Il répond « Mon maître qui a tué le dragon est ici, il voudrait avoir des légumes de la table du roi. » La princesse aussitôt donne des ordres, et le loup s'en retourne avec le cuisinier, portant jusqu'à l'auberge le plat de légumes. « Maintenant, dit Robert, je veux avoir une compote de la table du roi. » Il appelle l'ours, et l'ours s'en va gravement le long des rues. Les passants s'écartent de son chemin. À la porte du palais, un factionnaire essaye de l'arrêter. Un factionnaire, c'est un soldat qui est une sentinelle. L'ours se lève, le renverse d'un coup de patte, arrive jusqu'auprès de la princesse et appelle son attention par un léger grognement. Elle le reconnaît, elle lui demande ce qu'il veut. Il répond « Mon maître qui a tué le dragon est ici. Il voudrait avoir une compote de la table du roi. » Un instant après, l'ours tient la compote. Il en lèche seulement un petit coin sucré et la porte à son maître. « Maintenant, dit Robert, je veux avoir du vin du roi. » Il confie cette mission au lion et le lion s'en va majestueusement à travers la ville. Tout le monde s'écarte à son approche. Les gardiens du palais tentent de l'arrêter. Il les terrifie et les met en fuite par un de ses rugissements. Il entre dans le palais, frappe à la porte de la princesse avec sa queue. La princesse ouvre, le reconnaît au fermoir en or qu'elle lui a mis au cou et lui demande ce qu'il veut. Il répond « Mon maître qui a tué le dragon est ici. Il voudrait avoir du vin du roi. » La princesse ordonne au sommelier d'aller à la cave chercher le meilleur vin. « Je veux descendre avec lui, dit le lion, pour m'assurer qu'on ne me trompe pas. » Dans la cave, le sommelier commence par tirer du vin ordinaire destiné aux domestiques. Le lion demande à le goûter et lui dit « Ce n'est pas là ce qu'il me faut. » Le sommelier tire du vin réservé pour les hauts fonctionnaires. Le lion le goûte et dit « Ce n'est pas encore là ce qu'il me faut. » Un animal comme vous, réplique le sommelier, connaît-il le vin? Le lion, d'un coup de patte, le jette par terre à moitié évanoui. En reprenant connaissance, le sommelier est tout à fait soumis et il tire du vrai vin du roi. « C'est bien, dit le lion, après l'avoir goûté. Mets 6 bouteilles de ce vin dans un panier et viens avec moi. » Le sommelier obéit et Robert dit à l'aubergiste « Vous voyez, j'ai maintenant le pain, la viande, les légumes, les compotes, le vin de la table du roi. Je vais faire un bon repas avec mes animaux. » Il est content, le brave Robert. Il pense que sa chère princesse ne l'a point oublié. Il partage gaiement ses provisions avec ses fidèles compagnons. Puis il dit à l'aubergiste « À présent que j'ai savouré les bonnes choses de la table du roi, je vais épouser la fille du roi. »
Ah, réplique l'aubergiste, cela me semble difficile. On a célébré hier ses fiançailles. Aujourd'hui, on célèbre son mariage. Robert lui montre le mouchoir que la princesse lui a donné et dans lequel sont enveloppées les langues du dragon. Ceci, dit-il, aidera à mon entreprise. Vous m'avez, répond l'aubergiste, fait voir en une matinée bien des choses étonnantes. Mais je parie ma maison et mon jardin que vous n'épouserez pas la fille du roi. Et moi, réplique Robert en tirant sa bourse, je parie 1000 pièces d'or que je l'épouserai. Pendant ce temps, le roi, surpris de tout ce qu'il avait entendu raconter, disait à sa fille, « Qu'est-ce donc que ces animaux qui, l'un après l'autre, dans la matinée, sont entrés au palais ?»« Envoyez chercher leur maître, répond la princesse, et vous ferez bien. Le messager du roi arrive au moment où il faisait son pari avec l'aubergiste. Voyez, dit-il, le roi m'envoie me chercher. Mais je ne veux pas me rendre ainsi simplement à son appel. Puis se tournant vers le messager. Priez le roi, dit-il, de m'envoyer un vêtement royal, un carrosse à 6 chevaux et des domestiques. Que faire demande le roi, quand son serviteur lui a rendu compte de sa mission. Faites ce qui vous est demandé, répond sa fille, vous ferez bien. Le vêtement royal, le carrosse, les domestiques sont envoyés à Robert. Il s'habille, il monte en voiture, il arrive à la porte du palais suivi de ses animaux. Comment dois-je le recevoir demande le roi. Allez à sa rencontre, répond sa fille, vous ferez bien. Il va au-devant de ce singulier inconnu, l'amène dans la salle des cérémonies et le fait asseoir entre lui et sa fille. Le maréchal est de l'autre côté. À la muraille sont suspendues les 7 têtes embaumées du dragon. Le roi dit, ces 7 têtes ont été coupées par le maréchal qui va se marier avec ma fille. Robert se lève, ouvre les mâchoires des dragons et demande où sont les 7 langues. Le maréchal, épouvanté, pâlit et ne sachant que dire, balbutie d'une voix tremblante. Les dragons n'ont pas de langue. Le jeune chasseur se lève et s'écrie. Ce sont les menteurs qui devraient n'avoir pas de langue. Mais voici le trophée de celui qui a tué le dragon. Il prend les 7 langues enveloppées dans son mouchoir, les met l'une après l'autre dans les 7 mâchoires et fait voir que là est leur place. Puis il montre le mouchoir brodé de la jeune fille et lui demande à qui elle l'a donné. À celui, répond-elle, qui a tué le dragon. Il appelle ses bêtes, prend à chacune la parcelle de collier qui lui a été donnée, au lion le fermoir en or, et demande à la princesse à qui appartenait ce collier. À moi, répond-elle. Je l'ai partagé entre les animaux qui ont aidé à vaincre et qui ont aidé le vainqueur du dragon. Robert raconte alors comment il s'est endormi après le combat, comment le maréchal lui a coupé la tête et enlevé la princesse. Il raconte ensuite comment ses fidèles bêtes lui ont rendu la vie et comment il a erré de côté et d'autre pendant 1 an. Le roi se tourne vers sa fille et lui dit « Est-il vrai que cet homme-là a tué le dragon? Est-il vrai que c'est cet homme qui a tué le dragon ?»« Oui, répond-elle. Je n'osais révéler la trahison du maréchal parce qu'il menaçait de m'égorger. Mais j'espérais que la vérité serait découverte, et c'est pour cette raison que j'ai demandé l'ajournement du mariage à 1 an. » À ces mots, le roi convoque 12 conseillers pour juger le maréchal. D'une voix, il le condamne à être écartelé par 4 bœufs, et la sentence est immédiatement exécutée. Robert épouse la princesse. Le roi le nomme gouverneur général de son empire, et le mariage est célébré par de grandes fêtes avec une joie universelle. Le bon Robert n'oublie point, dans sa suprême grandeur,
le temps de sa pauvreté. Il fait venir son père et le généreux chasseur près duquel il a grandi et les comble tous deux de ses présents. Il se souvient aussi de l'aubergiste chez lequel il a logé. Il l'invite à se rendre au palais et lui dit « Vous voyez, j'ai épousé la fille du roi. Vous avez perdu votre pari. Ainsi, votre maison et votre jardin sont à moi. » « C'est juste, répond l'aubergiste. Non, reprend Robert. Je vous rends votre propriété et j'y joins les pièces d'or que j'avais pariées. Il était heureux, le bon Robert. Il aimait tendrement sa jeune femme. Elle l'aimait de même, et tous deux vivaient en un doux accord. Il avait conservé le goût de la chasse, et souvent il allait dans les bois avec ses animaux. Près de la capitale de son royaume était une forêt très profonde et très dangereuse. On disait qu'elle était hantée par des sorcières, et que l'on y entrait, et que si l'on y entrait, on ne pouvait en sortir. Robert avait une grande envie d'aller chasser dans cette forêt. Le vieux roi s'y opposait. Mais à de longues instances, un jour, enfin, il céda. Robert alors partit tout joyeux, avec une troupe nombreuse. À l'entrée de la forêt, il vit comme la neige qui fuyait légèrement devant lui. Il ordonna à ses compagnons de l'attendre et s'élança avec ses animaux à la poursuite de la biche. Elle l'entraîna de plus en plus dans les profondeurs de la forêt. Quelquefois elle s'arrêtait. Il préparait son fusil, il allait tirer. Soudain, elle reprenait son élan et fuyait au loin. Puis enfin elle disparut. Il remarqua alors, comme il était loin de son point de départ, il sonna de son corps de chasse. Mais ses compagnons ne pouvaient plus l'entendre. Après l'avoir attendu jusqu'au soir, ils étaient retournés au palais et y avaient répandu l'alarme. Robert, ne pouvant dans l'obscurité retrouver son chemin, se décide à camper là toute la nuit. Il descend de son cheval, allume du feu et s'assoit sur l'herbe avec ses bêtes autour de lui. Tout à coup, il entend une voix plaintive. Il regarde et ne voit personne. Un instant après, il entend une sorte de gémissement et il aperçoit une vieille femme assise sur un arbre qui murmure « Ah, ah, comme j'ai froid !»« Descendez, lui dit-il, et venez vous chauffer. » Elle répond « Je n'ose, vos bêtes me mordraient. » « Ne craignez rien, réplique-t-elle, elles ne vous feront aucun mal. » « J'ai peur, reprend-elle, mais avec cette baguette, donnez-leur un coup sur le dos et je ne les craindrai plus. » Le coup fut donné et les bêtes ne firent plus aucun mouvement. Elles étaient changées en pierre. La vieille femme, qui était une sorcière, descendit, frappa Robert avec une baguette et le changea aussi en pierre. Puis elle éclata de rire et mit ses pierres dans une fosse où il y en avait déjà beaucoup d'autres. Cependant, la princesse, ne voyant pas revenir son mari, était en une grande anxiété. Elle le faisait chercher de tous les côtés et gémissait de ses inutiles perquisitions, et au moment où elle était accablée sous le poids de sa douleur, Georges, le frère de son bien-aimé Robert, arrivait. Après un long et infructueux voyage du côté de l'Orient, il était retourné vers son point de départ pour savoir ce que son frère était devenu. Il avait retrouvé la lame d'acier plantée dans le tronc d'un arbre. Elle était à moitié rouillée et à moitié brillante. Il concluait de cet examen que son frère vivait encore, mais dans une cruelle situation, et il voulait le sauver. Il se dirigea comme son frère du côté de l'Occident. Il arrivait avec son lion, son ours, son loup, son renard, son lièvre, à la ville où son frère avait conquis une royauté. Il ressemblait tellement à ce frère
que les premiers passants qui l'aperçurent poussèrent un cri de joie et le saluèrent comme le gendre du roi. En un instant, de quartier en quartier, de rue en rue, la grande nouvelle se répandit dans toute la ville et retentit dans le palais. Le prince est de retour, quel bonheur pour le roi et sa fille, quelle allégresse universelle. Georges, voyant les erreurs produites par sa ressemblance avec son frère, ne croit pas devoir immédiatement détromper ceux qui l'entourent. Mais il ne peut laisser la princesse dans une telle illusion. Étant avec elle, il lui dit qui il est. Elle lui raconte en pleurant comment son époux a disparu. Il s'écrie d'une voix ferme, « Consolez-vous, j'irai le chercher et je vous le ramènerai. » Le lendemain, il part pour la sinistre forêt. Il part comme son frère avec une nombreuse escorte et ses animaux. Comme son frère, il est attiré par une biche blanche. Il la poursuit jusqu'au soir. Et ne pouvant retrouver son chemin, se décide à passer la nuit au milieu des bois. Il allume du feu, il s'assied avec ses animaux autour de lui, et il entend une voix plaintive. Il regarde. Une vieille femme est assise sur un arbre et murmure « Ah, ah, que j'ai froid !»« Descendez, lui dit-il, et venez vous chauffer. »« Je n'ose, répond-elle, vos bêtes peuvent me mordre, mais si vous voulez les frapper avec cette baguette, elles ne me feront point de mal. » Ces paroles excitent la défiance de Georges. « Je ne battrai pas mes bêtes, s'écrie-t-il. Descendez ou j'irai vous chercher. » Quelle idée, réplique-t-elle, je n'ai pas peur de vous. Descendez, répète-t-il, ou je tire sur vous. Tirez, dit-elle, avec un rire sardonique. Je ne crains pas vos balles. Il tire, elle rit de nouveau en disant, vous ne pourrez m'atteindre. Mais Georges a dans ses voyages appris certains secrets dont la vieille ne se doute pas. Il arrache de son habit 2 boutons d'argent et les fait couler dans son fusil. La sorcière qui le regarde, sachant qu'elle ne peut résister à de telles balles, descend avec effroi de son arbre. Il lui met le pied sur la gorge et s'écrie « Vieille sorcière, je te jette dans le feu si tu ne me dis tout de suite où est mon frère. » Elle se sent prise. Elle n'a nul moyen d'échapper au vigoureux chasseur. Elle demande grâce et dit en tremblant « Il est dans la fosse avec ses animaux changés en pierre. » « Hâte-toi, s'écrie Georges, de réparer ton crime, sinon je te jette au feu. » Elle prend sa baguette et s'approche de la fosse. La deuxième suite des contes de grand-mère, les 2 frères. Vieille sorcière, je te jette dans le feu si tu ne me dis tout de suite où est mon frère. Elle se sent prise, elle n'a nul moyen d'échapper au vigoureux chasseur. Elle demande grâce et dit en tremblant, « Il est dans la fosse avec ses animaux changés en pierre. »« Hâte-toi, s'écrie Georges, de réparer ton crime, sinon je te jette au feu. » Elle prend sa baguette et s'approche de la fosse. Là est entassée une quantité de gens qu'elle a successivement transformés. Des marchands, des ouvriers, des bergers, tous ceux qu'elle a pu surprendre sans défense dans son horrible méchanceté. Elle les frappe, tous aussitôt reprennent leur forme humaine, les animaux de Robert se redressent sur leurs pattes. Robert s'élance vers son frère, et tous 2 s'embrassent avec un transport de joie. Mais la sorcière qui a fait tout le mal ne doit pas rester impunie. Elle est précipitée dans le brasier, et lorsqu'elle est brûlée, la forêt entière disparaît. Les 2 frères retournèrent ensemble au palais. Ils n'avaient plus aucune envie de voyager, aucune raison de se séparer,
et plus rien ne troubla leur bonheur, ni celui de la princesse. Voilà, l'histoire est finie. Les deux frères, maintenant, vivent heureux. À la prochaine. Voilà maintenant la dernière histoire des contes des grands-mères. L'île Fred. L'île, c'est son nom. Fred, c'est son prénom. Fred est le fils unique d'un pauvre paysan danois. On l'appelle l'île Fred, le petit Fred. Il est petit et faible, de telle sorte qu'il ne peut bêcher ni labourer. Son père, qui a bien de la peine à gagner sa vie en cultivant un maigre sol, cherche à lui procurer un travail plus facile et se réjouit de le placer dans la maison du bailli pour porter les messages. Mais ce bailli est un homme très dur et très avare. Après l'avoir fidèlement servi pendant 3 ans, l'île Fred, tout déguenillé, se hasarde, non sans crainte, à lui demander son salaire. Le bailli lui donne majestueusement 3 skellings. Un skelling égale 10 centimes par an. Il lui donne majestueusement 3 skellings par an. Le pauvre petit lui montre ses vêtements usés tombant en loques. Je t'ai nourri, lui dit d'un ton superbe le méchant avare. Je te donne encore 3 shillings, tu dois être content. Tu dois être content. L'île Fred, qui de sa vie n'a tenu entre ses mains la moindre pièce de monnaie, s'imagine qu'il possède un trésor. Il s'en va dire adieu à la cuisinière, qui lui met un morceau de pain dans la poche, et il part gaiement pour aller à la ville acheter des habits. Chemin faisant, il palpe en souriant ses skellings dans son gousset. Quelquefois même, il s'arrête pour les compter de nouveau et les regarder. Il était absorbé dans une de ses douces contemplations, quand tout à coup devant lui un mendiant qui par sa taille colossale et sa rude figure le terrifie. Ne craignez rien, lui dit cet homme, je ne veux vous faire aucun mal. Par pitié, donnez-moi seulement un shilling. Je n'en ai que 3, répond doucement l'île Fred, et voyez mes haillons, il faut que je me fasse habiller. Je suis plus malheureux que vous, réplique le mendiant. Eh bien, je vais vous donner un de mes skellings. Après avoir fait cette aumône, il se met en marche, et au détour d'une vallée, rencontre encore un mendiant qui l'effraie. N'ayez pas peur, lui dit ce nouveau venu. Je ne veux vous faire aucun mal. Par pitié, donnez-moi seulement un skelling. Je n'en ai que 2, répond l'île Fred, et je vais à la ville pour me faire habiller. Je suis plus malheureux que vous, réplique le mendiant. Eh bien, je vais vous donner ce que vous me demandez. Un peu plus loin, il s'arrête fatigué, et un 3e mendiant surgissant tout à coup à ses yeux lui dit « N'ayez pas peur, je ne veux vous faire aucun mal, par pitié, donnez-moi seulement un skelling. » Hélas, répond l'île Fred, j'en avais 3, je n'en ai plus qu'un, je voudrais l'employer à me faire habiller. Je suis plus malheureux que vous, réplique ce 3e solliciteur. Eh bien, voilà mon skelling. À merveille, s'écria alors le mendiant. C'est moi qui, sans que vous me reconnaissiez, vous ai demandé 3 fois l'aumône. Et parce que vous avez été charitable, vous pouvez faire 3 souhaits qui seront exaucés. Merci, répond l'île Fred. J'ai toujours eu un grand plaisir à voir les gens de mon village danser au son du violon. Je désire avoir un violon d'une telle puissance qu'il fasse danser tous ceux qui l'entendront. Un singulier souhait, dit le mendiant, mais il sera accompli. Tâchez d'en faire 2 meilleurs. J'ai toujours eu, reprend l'île Fred, du goût pour la chasse. Je désire avoir un fusil avec lequel j'atteigne tout ce que je vise. Un singulier souhait, dit le mendiant, mais il sera accompli.
tâchez d'en faire un meilleur. J'ai toujours eu, reprend Lilfred, le désir de voir des gens polis et serviables. Je voudrais que désormais, à tout ce que je demanderais, personne ne répondit non. Voilà, dit le mendiant, un meilleur souhait. Vous en aurez du contentement. À ces mots, il disparaît. Le jeune voyageur fatigué se couche sous un arbre et s'endort. En se réveillant, il trouve près de lui le violon et le fusil qu'il a désiré. Il va à la ville, entre dans divers magasins et demande ici des vêtements. Ailleurs des chaussures. Plus loin un chapeau. Puis un cheval et une voiture. Parmi les marchands auxquels il s'adresse, plusieurs sont très durs et très rapaces. Mais aucun ne peut dire non à ce qu'il demande. En quelques instants, il est équipé et paré comme un seigneur. Il retourne vers le village qu'il a quitté naguère et rencontre le bailli. « Bonjour, mon maître, dit-il. Pourquoi m'appelez-vous votre maître ? Demande le bailli en regardant ce beau jeune homme si bien vêtu. J'ai été, répond Lilfred, pendant 3 ans à votre service, et vous m'avez donné 3 skellings. Oui, je m'en souviens. Mais comment avec 3 skellings êtes-vous devenu si élégant? C'est une histoire que je puis vous raconter. Il me semble que vous pensez aussi à vous divertir, car vous portez un violon. Et de plus un fusil extraordinaire. Voyez cette pie qui est là-bas, bien loin, perchée sur un sapin. Voulez-vous parier qu'à la distance où elle est, je la bats du premier coup? Je parie que vous ne la battez pas. Je parie mon cheval et tout l'argent que j'ai sur moi. De plus, si vous la battez, je m'engage à aller la chercher là où elle tombera. Lilfred prend son fusil, vise, et la pie tombe dans un amas de ronces. Le bailli va la chercher. Aussitôt, le magique archer l'oblige à danser au milieu de ces rudes broussailles, des rameaux épineux qui le serrent de tous côtés. En vain, il essaye de s'arracher à ce supplice. En vain, il implore la pitié de son ancien valet. Il est forcé de danser. Enfin, le violon s'arrête, et le bailli sort du buisson, épuisé de fatigue, avec ses habits en lambeaux. Vous voilà, lui dit Lilfred, vêtu comme j'étais, quand je vous ai quitté après vous avoir servi pendant 3 ans. Donnez-moi maintenant l'argent que vous avez parié, et allez vous reposer. Après cette rencontre, il retourne à la ville et mène joyeuse vie. Tout à coup arrivent 2 agents de police qui ont ordre de l'arrêter. Il est accusé d'avoir dévalisé le bailli et d'avoir voulu le tuer. Pour ces 2 méfaits, il doit être immédiatement appréhendé au corps, conduit en prison et pendu. Mais au moment où les agents s'apprêtent à le saisir, ils se mettent à jouer du violon. Et les voilà tous 2, malgré leurs cris et leurs protestations, obligés de danser. Des soldats s'avancent à leur secours et doivent également danser et tournoyer jusqu'à ce qu'ils tombent accablés de fatigue. Impossible d'arrêter cet étrange criminel tant qu'il tient son fatal violon. Il ne peut cependant le tenir sans cesse. On le surveille d'heure en heure. On attend qu'il soit endormi. Alors plusieurs soldats se jettent sur lui et le conduisent à l'échafaud. Une foule nombreuse le suit. Dans cette foule est le bailli, tout joyeux de sa vengeance. Le pauvre petit Fred, tenu de chaque côté par un soldat, marche à pas lents, sans rien dire, la tête baissée, l'air résigné. Quand il a monté les marches de l'échafaud, il se tourne vers la multitude assemblée autour de lui, et d'une voix humble et dolente, il dit « Je voudrais bien, avant de mourir, avoir la satisfaction de jouer encore de mon violon. » « Ne l'écoutez pas, s'écrie le bailli. Ne l'écoutez pas, ou si par malheur vous accédez à sa demande, que l'un de vous, tout de suite, m'attache à ce boulot qui est là près de moi. Mais à ce que demande Lilfred, on ne peut répondre non.
et de tous les côtés, on déclare que ce serait une cruauté de lui refuser sa dernière joie. Son violon lui est rendu, et dès qu'il l'a fait vibrer, tous les spectateurs, hommes et femmes, vieux et jeunes, nobles et plébéiens, magistrats et soldats, se mettent à danser. Le bailli, qui s'est fait attacher solidement à la tige du bouleau, se déchire le dos dans ses contorsions, et tous dansent jusqu'à ce qu'il tombe évanoui ou à demi-mort, incapable de se relever. L'île Fred s'éloigne tranquillement et va dans une autre contrée où nul bailli ne songe à le poursuivre, où, à tout ce qu'il demande, personne ne peut dire non. Voilà, c'est la fin des contes de grand-mère. Bonnes vacances, bon Noël et bonne fin d'année. Au revoir, à bientôt.